Bonjour à vous, internautes de ReasonFrance.fr. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances ou avez passé de bonnes vacances si vous les avez déjà prises. Bon courage à ceux qui ne les ont pas encore prises. Bienvenue dans cette review de Rack Extension. Je vais tenter en à peu près 1 heure de vous présenter l'un des synthétiseurs disponibles sur le Propellerhead Shop. Alors, pour des raisons pratiques, vous pourrez trouver cette vidéo en 2 formats, une version intégrale avec toutes les vidéos à la suite et une playlist YouTube avec la version segmentée. À vous de choisir ce que vous préférez regarder. Je voulais initialement parler du Korg Poly6 Rack Extension qui est sorti il y a maintenant 1 an à peu près. Mais entre-temps, le Korg Mono Poly est sorti, c'est donc de ce synthétiseur que nous allons parler. Voilà, je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Vous connaissez tous, j'espère, la marque Korg, producteur japonais de synthétiseurs, pianos numériques et autres produits de musique. Dans Reason même, Korg n'est connu qu'à travers sa précédente rack extension, le Poly6, qui n'est autre qu'un portage du VST du même nom, sorti en 2004 dans la série Legacy Collection. VST qui, si vous ne le connaissez pas, émule le Poly6 original, à savoir un synthétiseur analogique de 1981. Donc, pour commencer, un peu d'histoire en nous attardant un instant sur le parcours de Korg au travers des années. C'est en 1962, après la rencontre de Tsutomu Kato, alors patron de discothèque, et Tadashi Osanai, musicien se produisant régulièrement dans son club, que l'histoire commence. En effet, Tsutomu confia au musicien que ce serait bien d'avoir une meilleure boîte à rythme que celle qu'il utilisait pour s'accompagner. Osanai, qui se trouvait être également ingénieur diplômé de l'université de Tokyo, parvint à convaincre Tsutomu Kato de financer son projet de construire un tel instrument. Ainsi donc, 1 an plus tard, en 1963, était créée la Donkamatic DA20 estampillée Keio Electronic Laboratories et non Korg, nom qui viendra 10 ans plus tard. La petite entreprise commença ensuite à créer d'autres instruments, et plus particulièrement des orgues électroniques. Ainsi, en combinant le K de Keio Electronic Laboratories et les premières lettres du mot organe, org en anglais, un modèle sorti en 1972 sous le nom de Korg. Le nom resta, et en 1973 sortait le premier synthétiseur estampillé sous ce nom, le Mini Korg 700, monophonique, simple oscillateur. Korg fit son petit bout de chemin, petit à petit, avec quelques synthétiseurs, et c'est dans les années 77-78 que Korg introduisit 2 gammes de synthétiseurs encore très connues aujourd'hui. D'un côté, la série PS, avec les PS 3100, 3200 et 3300, premier synthétiseur polyphonique de Korg, au design rappelant le célèbre Harp 2600. Et de l'autre, la série MS, synthétiseur monophonique, avec le MS-10 et bien évidemment le fameux MS-20. La même année sortit le tout premier vocodeur de Korg, le VC10, vocodeur polyphonique 20 bandes. Get ready to experience the exciting new Korg VC10 vocoder. May the force be with you. Hallelujah, 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 hallelujah. Mais les USA avaient déjà Oberheim et Sequential Circuits, pour ne citer que, qui travaillaient activement. Et en 1978 sortait donc le très connu Prophet 5, premier instrument polyphonique 5 voix, simple d'utilisation, pourvu d'une mémoire de preset, et la série OB,
qui amènera au OBXA en 1980, rendu célèbre par Van Halen avec l'introduction de Jump. Mais même si ces synthétiseurs étaient bien plus abordables que le CS80 de Yamaha et ses $7000, ils étaient tout de même vendus à plus de $4000. Tout cela força donc Korg à se mettre au travail, et ainsi sortit le Poly-6 en 1981, battant son concurrent le Prophète d'une voix de polyphonie en plus, et de plus de $2000 en moins, faisant du Poly-6 le premier synthétiseur de cette catégorie à passer en dessous de la barre des $2000. Notons que les deux principaux concepteurs du Poly-6 sont devenus par la suite fondateurs de la société Zoom, connue aujourd'hui pour ses effets et ses enregistreurs portables. Avec plus de 20 000 exemplaires vendus, le Poly-6 permit donc à Korg de supplanter son rival de toujours, Roland, qui peinait avec le Juno 6 sorti en même temps. Mais avant d'arriver au Poly-6, Korg passa par une phase d'expérimentation qui donna naissance au Mono Poly, un synthétiseur unique en son genre, ni simplement monophonique, ni véritablement polyphonique. En effet, ces 4 oscillateurs partagent le même filtre et le même amplificateur, ce qui constitue son principal défaut. Mais son arpégiateur et ses oscillateurs désynchronisables le rendent aujourd'hui très attractif. Et il restait à l'époque une très intéressante alternative au Mini-Moog, de par ses oscillateurs très stables, ses possibilités de modulation plus vastes et sa pseudo-polyphonie. Pour notre rack extension, nous en resterons là, mais bien sûr, l'histoire se continua, avec notamment le M1 à la fin des années 80, synthétiseur surclassant le Roland D50 ou le DX7 de Yamaha, révolutionnant son époque et se voulant la première workstation du monde. Korg réitéra l'exploit 10 ans plus tard avec le très répandu Triton, qui connut plusieurs déclinaisons avec les années et est considéré encore aujourd'hui comme le best-seller de Korg en 50 ans d'existence. Il y eut bien sûr le Korg Chaos Pad, la série Electribe. En 2001, l'un des derniers travaux du fondateur, Tsutomu Kato, avant son décès en 2011, le Karma. Il y eut aussi l'Oasis en 2005, le Radias en 2006, le M3 en 2007, en 2009 le Microkorg XL, refonte du Microkorg de 2002, le Monotron en 2010, le Chronos en 2011, le Chrome en 2012, et dernièrement nous avons vu renaître l'analogique avec le MS-20 Mini et le King Korg. Qui sait ce que nous réserve Korg pour les années à venir ? La rack extension que nous allons détailler est donc le Monopoly RE, rack extension instrument, sorti donc en juin 2013, un an après le Poly-6. Avec son frère, le Poly-6, il est donc le synthétiseur le moins cher du Propeller Headshop, puisqu'ils sont tous les deux disponibles pour 39 € chacun. On ne peut bien sûr pas s'empêcher de comparer la rack extension au VST de la Legacy Collection. Nous allons donc comparer les interfaces du VST, de la rack extension et du synthétiseur original. Voilà donc le Mono-Poly rack extension qui est vécu de la même robe bleutée que le Poly-6, étant donné que ces deux synthétiseurs ont eu le même design dans les années 80. Petite déception, le SDK Rack Extension montre encore là ses limites, avec une lisibilité des petits éléments un peu médiocre, c'est un petit peu baveux. Personnellement, je trouve que le blanc moins intense des écritures y est pour beaucoup. On a ici effectivement un blanc qui tire sur le gris, alors que sur le VST, le blanc est bien brillant et bien lisible. En fait, ce sont toutes les couleurs qui sont plus ternes. Par ailleurs, une légère texture granuleuse a été appliquée sur l'ensemble de l'interface, ce qui, à mon avis, n'aide pas non plus. Mais bon, je chipote. Au premier abord, les utilisateurs du VST
seront perturbés un instant, car quelques contrôles ont changé de place ou ont été modifiés, à savoir l'arpégiateur, la section Key Assign et la section Voix, et les LFO. Mais globalement, la partie principale, c'est-à-dire les oscillateurs et les filtres, n'a pas bougé. La section Effets, qui est sur le VST, n'a pas été gardée. On constate que la section Virtual Patch a pris sa place et est donc maintenant plus accessible à l'utilisation que sur le VST. Là où il y avait une fenêtre à double pagination, on retrouve les 8 éléments d'un seul coup d'œil. On a ainsi une vision plus globale, un peu à la manière de la matrice du Thor. Dans la section Key Assign, la fonction Chord Memory a disparu, ce qui s'explique assez facilement. Nous sommes dans Reason, des modules CV comme AutoHarp et le séquenceur peuvent aisément pallier ce manque. La fonction Chord Memory avait finalement surtout un sens dans la version standalone du VST. Nous avons donc, comme l'original de 1981, un synthétiseur 4 oscillateurs avec générateur de bruit blanc partageant le même filtre. On retrouve 2 générateurs d'enveloppe, l'un relié au filtre et l'autre à l'ampli. Les oscillateurs possèdent 3 formes d'ondes, enfin 3,5. On a effectivement une onde triangulaire, une onde en dents de scie et une onde carrée qui est dédoublée. On a une première onde qui est une pulse wave classique avec largeur d'impulsion réglable, et si on la règle sur 50%, on obtient une onde carrée pure. La seconde onde est une pulse wave, elle aussi, mais avec une modulation de largeur d'impulsion, modulable par les LFO ou une enveloppe. Mais nous y reviendrons plus tard. Le mono-poly, l'original comme le VST comme la Rack Extension, est doté de 2 LFO, nommés MG1 et MG2 pour Modulation Generators. L'arpégiateur, contrôlé par le LFO2, est relativement simple d'utilisation. Notons que le mode up-down répète les notes extrêmes. La section nommée Effet en 1981, aujourd'hui nommée VCO Modulation, est identique à l'original. On retrouve donc la cross modulation, la synchronisation d'oscillateurs et la frequency modulation. Nous avons donc tous les éléments du mono-poly de 1981 avec le virtual patch en plus. Quelque part, la Rack Extension se veut un peu plus fidèle à l'original puisque la section effet, apanage du VST qui était absente de l'original, a été supprimée. Là où la Rack Extension se démarque, c'est avec la section Virtual Patch qui, comme le VST, offre des possibilités de modulation encore plus vastes que le mono-poly de 1981, sans compter les connexions CV-in disponibles à l'arrière. On pourra cependant regretter l'absence de connexion CV-out pour profiter de l'arpégiateur, des LFO ou des enveloppes comme source de modulation externe pour les autres modules de Reason. Autre différence par rapport à l'original, mais qui était déjà présente dans le VST, le mode Sample and Hold sur les LFO et le mode aléatoire, random, sur l'arpégiateur. Grâce au Virtual Patch, ce ne sont pas moins de 159 sources de modulation qui sont utilisables, pouvant être reliées à 35 destinations différentes. Et nous abordons là un problème récurrent chez moi dans Reason, les listes. Comme vous pouvez le voir, les 159 sources de modulation s'affichent dans une liste verticale. Et voilà mon souci, l'affichage de la flèche de défilement vers le bas. À cause de ma barre démarrée placée en haut de l'écran, elle n'apparaît pas. La molette étant inutile dans ces listes, je me retrouve bloqué. Il faut que je déplace ma barre démarrée ou que je déplace ma fenêtre de Reason sur mon deuxième écran. Au passage, j'aurais d'ailleurs préféré une liste en cascade avec un classement, comme sur le VST. C'est beaucoup plus pratique à l'utilisation de tous les jours. La Rack Extension est fournie avec relativement peu de presets si on compare au VST qui en comprend 256. En effet, nous n'avons là que la moitié, c'est-à-dire une sélection de 128 presets en comptant l'Initial Patch, choisi depuis le VST, et non l'intégralité comme ce fut le cas pour le Poly 6. Mais rappelons que le Poly 6 n'en possédait que 92. Ceci dit, cela s'explique facilement car bon nombre de presets du mono-poly VST ont perdu de leur substance avec la disparition de la section effet. On regrettera tout de même la voie facile choisie par Korg puisqu'on ne le retrouve là qu'un recyclage d'anciens presets, technique dans laquelle Korg est passé maître. Car bien qu'étant fan de Korg, je reconnais qu'ils ont une fâcheuse tendance à réutiliser les presets au travers des synthés et des années.
Astucieusement, et contrairement au Poly6, les presets sont classés, comme dans le VST, dans divers dossiers, répertoriant le type de son. Harp, bell, key, strings, pads, motions, drums, ce qui permet de s'y retrouver un peu plus facilement. Mais, petit bémol, le classement n'est pas le même entre le VST et la Rack Extension pour certaines sonorités, ce qui ne dérangera finalement que ceux qui ont utilisé le VST. Étudions maintenant l'aspect technique du son en partant du patch initial. On retrouve là encore une petite différence avec le VST. En effet, celui-ci propose plusieurs patchs de départ, là où Reason ne propose que le patch de base. C'est dommage car ces patchs initiaux ont une grande valeur pédagogique pour ceux qui découvrent la synthèse sonore. Nous voilà dans une configuration qui va nous permettre d'analyser un peu le son du mono poly. Sur la gauche, il y a un oscilloscope en haut et un analyseur de spectre en bas. J'utilise ici VStack, un hébergeur VST de chez Steinberg, qui n'est malheureusement plus développé mais qui est pourtant bien pratique. Reason passe par VStack en Rewire. Analysons l'élément principal du mono poly, c'est-à-dire le générateur de son, donc les oscillateurs. Le mono poly est doté de 4 oscillateurs qui sont indépendants. Il existe un master tune, mais chaque oscillateur possède son propre fine tune. Il y a aussi une fonction rapide de detune générale des VCO 2, 3 et 4. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, nous avons plusieurs formes d'ondes. La première est une classique onde triangulaire. Remarquons ici que seul l'oscillateur 1 fonctionne, j'ai coupé le niveau des 3 autres oscillateurs. Le filtre est ouvert en plein et il n'est pas modulé par une enveloppe. Il n'y a aucun traitement en aval du monopoly, la mastering suite de Reason est désactivée et le master compressor n'est pas enclenché. Et il n'y a aucun effet sur la tranche de mixage, nous entendons donc le son pur du monopoly. Voilà une belle onde triangulaire. Une petite précision, ne vous étonnez pas si vous voyez quelques contrôles bouger alors que la souris n'est pas dessus. J'ai configuré mon clavier pour accéder plus rapidement à certains paramètres. Écoutons maintenant la Dancy. Un peu plus agressive bien sûr et bien plus riche en harmonique que l'onde triangulaire bien plus douce. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Ensuite, nous allons passer non pas à la Pulse Width Modulation, mais plutôt à la Pulse Wave simple. Il s'agit d'une onde carrée dont on peut régler la largeur d'impulsion grâce à ce potentiomètre. À 0, on n'entend rien. À 10, on n'entend rien, c'est tout à fait normal, et nous allons voir pourquoi. Si l'on se met à 50%, on obtient une onde carrée pure. On a ici une belle onde avec des phases de même largeur. Voyons maintenant ce qui se passe si nous faisons varier cette largeur. Commençons par la diminuer. Au minimum, nous n'entendons plus rien, mais juste au-dessus, on entend encore un petit quelque chose. Allons maintenant dans l'autre sens, c'est l'autre phase qui est maintenant affectée. Voilà pour la Pulse Wave. Passons maintenant à la Pulse Width Modulation. On retrouve un peu le même principe. Si on règle l'intensité de la modulation à 0, on entend une onde carrée pure. On peut faire varier la largeur d'impulsion, comme il est possible de le faire avec la Pulse Wave en manipulant le bouton Width.
Mais ici, plutôt que de le faire à la main, je peux confier cette tâche à un LFO ou l'enveloppe du filtre. Voici ici le LFO 1, dont nous pouvons voir la fréquence de façon visuelle grâce à cette LED. Je vais maintenant monter l'intensité de la modulation. On commence déjà à entendre et voir une oscillation s'installer. On voit bien la largeur d'impulsion évoluer dans le temps et monter et descendre selon la courbe donnée par le LFO. Ici, nous pouvons distinguer une onde triangulaire. En effet, les LFO du monopoly ont plusieurs formes d'ondes. Une forme d'onde triangulaire, une forme de dent de scie, une forme de dent de scie inversée, une onde carrée et le sample and hold. Voyons justement ce qui se passe lorsque l'on change la forme d'onde du LFO. Voilà l'onde dent de scie. On entend bien son caractère immédiat puis une diminution dans le temps. On pourrait d'ailleurs la tracer par-dessus l'oscilloscope. On a également le fonctionnement inverse, une montée et une descente brusque. Et ensuite, nous avons l'onde carrée. Nous ne traiterons pas le sample and hold pour l'instant. On peut ainsi avoir des effets assez drastiques, notamment avec l'onde carrée. Voilà, nous avons fait le tour des formes d'onde des oscillateurs. Abordons maintenant l'accordage des oscillateurs. Comme je l'ai signalé auparavant, chaque oscillateur peut être finement réglé. D'abord par demi-ton, allant de moins 24 demi-tons, c'est-à-dire 2 octaves en dessous, à 24 demi-tons au-dessus, 2 octaves au-dessus. Mais on peut également faire varier l'accordage des oscillateurs 2, 3 et 4 avec un ambitus d'environ un ton, un demi-ton en dessous, un demi-ton au-dessus. On trouve ici un bouton Detune qui donne cet effet de battement, visible sur l'oscilloscope et l'analyseur et que l'on peut entendre aussi bien évidemment. Si on l'amène à 0, cet effet disparaît. Ce detune global a un ambitus d'environ un quart de ton. Étudions donc l'impact de ce detune général sur chaque oscillateur. Sur le VCO1, rien du tout. Nous avons entendu un petit peu auparavant que cela fait diminuer le VCO2 d'environ un quart de ton.
Voyons maintenant l'effet sur le VCO3. Ah, rien ne se passe. Bon. Voyons maintenant le VCO4. Cela le fait augmenter d'un quart de ton. Comme vous avez pu le comprendre, ce bouton Detune permet de désynchroniser les oscillateurs 2 et 4 sans toucher aux oscillateurs 1 et 3. Par contre, le VCO3 reste modifiable grâce à son fine-tune. Avec ces fonctionnalités, on peut obtenir un son un peu fou. Vous avez pu remarquer que toutes ces manœuvres ne concernent pas l'oscillateur 1. C'est là que le réglage Master Tune intervient. Il permet d'accorder non pas un oscillateur, mais le synthétiseur au complet, y compris le VCO1 donc. Cela peut servir pour s'accorder à d'autres éléments comme des samples ou un instrument acoustique un peu désaccordé. Voilà pour les oscillateurs. Étudions maintenant la section Key Assign et la section Voix. Le Mono Poly Rack Extension permet d'avoir une polyphonie de 128 voix. Mais n'ayant pas 128 doigts, je ne pourrais pas vous les faire tout écouter, bien entendu. La fonction Poly, dans la section Key Assign, permet évidemment, comme son nom l'indique, la polyphonie, avec un nombre de voix déterminé justement par cet écran. En effet, si je choisis une seule voix, j'aurais beau être en polyphonie, je n'entendrai qu'une seule note à la fois. On trouve ensuite la fonction unisson, qui est monophonique, mais avec une petite différence par rapport à la polyphonie réglée sur une seule voix. En mode polyphonie avec une seule voix, chaque note enfoncée vient annuler la précédente, purement et simplement. En mode unisson, la dernière note enfoncée coupe la précédente, mais si elle est relâchée, la note précédente reprendra le relais. Le dernier mode, appelé original sur le VST et la Rack Extension, était nommé Unison Share en 1981, qui correspond à une pseudo-polyphonie et qui fait appel aux 4 oscillateurs de façon décalée. Illustration. Nous avons ici 16 voix de polyphonie programmées. Nous avons sélectionné le mode original. Les 4 oscillateurs ont tous un certain niveau. J'appuie sur un Do. La LED du VCO1 s'allume. Ajoutons un Mi bémol, le VCO2 s'enclenche. Soyons fous et ajoutons un Sol. Vous avez deviné? Le VCO3 se met en marche. Finissons les choses correctement avec un Do, le VCO4 s'illumine. Maintenant, en relâchant le Mi bémol, le VCO2 s'est éteint. Au final, nous avons donc une sorte de polyphonie à 4 voix maximum. Jouons par exemple Do, Ré, Mi, Fa. Si j'ajoute un Sol, le VCO1 abandonne le Do qu'il jouait pour passer au Sol. Et ainsi de suite, chacun son tour. Ce mode de fonctionnement est encore plus flagrant lorsque l'on fait appel à l'arpégiateur. Comme indiqué ici, l'arpégiateur est contrôlé par le LFO2. Je vais donc aller modifier la fréquence du LFO pour régler la fréquence de l'arpégiateur. Vous pouvez voir ici un cycle qui s'inscrit, faisant fonctionner chaque oscillateur à tour de rôle. Si on plaque un accord, on remarque que les 4 oscillateurs fonctionnent séparément et jouent chacun leur propre note. On peut rendre ça encore plus flagrant en changeant les formes d'onde des oscillateurs. Voilà pour la section Key Assign. Retournons à la section voix et écoutons l'unisson du Mono Poly. J'ai ici appliqué tous les traitements, à savoir le detune, le spread stéréo, la fonction analogue qui permet d'émuler le caractère instable d'un véritable oscillateur analogique. Avec unisson, le son est déjà gigantesque sans pour autant avoir touché au detune des oscillateurs. On peut donc appliquer 2 detunes, le detune sur les oscillateurs et le detune sur l'unisson.
Et pourquoi pas, tant qu'on y est, changeons un petit peu les fine-tune. Je ne vous avais pas dit que mon home studio était à côté d'une ruche d'abeilles? Cela peut également rappeler le son des vuvuzelas que l'on avait pu entendre lors de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud en 2010. Intéressons-nous maintenant au filtre et à son enveloppe. Il est ici grand ouvert, la résonance est au minimum. Il y a encore deux contrôles, un que l'on peut croiser assez souvent, c'est le keyboard track, qui permet d'ouvrir le filtre en fonction de l'emplacement sur la note du clavier. Plus la note est grave, plus le filtre est fermé, et celui-ci s'ouvre au fur et à mesure que l'on se dirige vers les aigus. Vous avez d'ailleurs pu entendre là, au passage, la fonction analogue dans toute sa splendeur, que je n'avais pas désactivée. On a l'impression de jouer sur un clavier désaccordé. Si on le désactive, on retrouve notre gamme habituelle. Mais revenons au filtre. Le dernier contrôle permet de régler l'impact qu'aura l'enveloppe VCF-EG, située juste en dessous, sur le comportement du filtre. Toutes les valeurs au-dessus du zéro central vont ouvrir le filtre et toutes les valeurs inférieures au zéro central vont fermer le filtre. Plus la valeur se rapproche de 5 ou de moins 5, plus l'effet se fait ressentir rapidement et plus l'ouverture du filtre ou la fermeture du filtre est importante. Essayons tout cela. Nous allons programmer une enveloppe avec une longue attaque. Nous n'allons pas toucher au decay, au sustain ou au release. Nous allons modifier un petit peu les valeurs du filtre pour que les changements appliqués par l'enveloppe se fassent ressentir. On entend bien ici le filtre qui s'ouvre. Et là, on entend bien le filtre qui se ferme. Aux valeurs extrêmes, l'effet est plus intense. Le filtre du Monopoly à haute résonance entre en auto-oscillation. Poussons donc la résonance au maximum et coupons les oscillateurs. On entend donc là une onde sinusoïdale. La valeur du seuil permet d'accorder ce pseudo-oscillateur, et ici, je l'ai déjà accordé aux oscillateurs du Monopoly. Si le keyboard track est à 0, peu importe la touche du clavier enfoncée, ce sera toujours la même note. En revanche, en mettant cette valeur à 100%, on retrouve la gamme normale. Voilà pour le filtre et son enveloppe. Je ne détaillerai pas dans cette preview l'enveloppe de l'ampli, qui est une fonctionnalité maintes fois détaillée ailleurs et très répandue sur les synthétiseurs de Reason. Il nous reste 3 contrôles à détailler. On trouve 2 contrôles que l'on va dire classiques. L'un contrôle l'intensité de la molette de pitch bend, de moins 24 à plus 24 demi-tons. Et l'autre, l'intensité du portamento. Le dernier contrôleur est le générateur de bruit, noise. Il s'agit d'un bruit blanc, il n'y a pas de sélecteur de type de bruit sur le Monopoly, et ce contrôleur permet tout simplement d'en régler le volume.
Je l'ai utilisé tout à l'heure, mais je ne l'ai pas détaillé. L'arpégiateur peut fonctionner selon 4 modes. Le mode up, c'est-à-dire vers le haut. Le mode down, l'inverse. Le mode up-down avec la répétition des notes extrêmes, la plus grave et la plus aiguë. Et enfin, un mode aléatoire. L'ambitus de l'arpégiateur se règle ici. On a le choix entre un octave, par défaut, 2 octaves et tout le clavier. Il existe un mode latch permettant de maintenir l'accord joué en dernier sans maintenir les touches enfoncées sur le clavier. Mettons tout cela en application. Notez qu'il existe une fonction latch en dehors de l'arpégiateur. Il s'agit du bouton Hold de la section Key Assign. Intéressons-nous maintenant à la section VCO Modulation, qui se nommait Effet sur le synthétiseur original en 1981. C'est la section du Mono-Poly qui fait de lui un synthé unique en son genre. Cette section comprend la synchronisation d'oscillateurs, aussi appelée Hard Sync, la Cross Modulation, X-Mod, et la Frequency Modulation. Commençons par la synchronisation d'oscillateurs avec le VCO1 et le VCO2. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai beau modifier les demi-tons du VCO2, cela ne change pas son accordage et ne fournit que des multiples d'harmoniques du VCO1. Notons également que dans ce mode, les boutons Fine Tune des oscillateurs et le D-Tune général sont également inopérationnels. Nous sommes ici en mode single, simple, c'est-à-dire que les oscillateurs 2, 3 et 4 vont se synchroniser à l'oscillateur 1. Nous pouvons effectivement entendre ici que les oscillateurs 3 et 4 sont également synchronisés au premier, comme nous l'avons entendu pour le deuxième oscillateur. En revanche, si l'on choisit le mode double, l'oscillateur 2 se synchronise à l'oscillateur 1 et l'oscillateur 4 se synchronise à l'oscillateur 3 qui lui n'est pas synchronisé à l'oscillateur 1. On se retrouve ainsi avec deux groupes d'oscillateurs, le VCO1 et le VCO2 d'un côté et le VCO3 et le VCO4 de l'autre. Ce mode de fonctionnement s'applique non seulement à la synchronisation, mais également à la cross modulation et la frequency modulation. La cross modulation est une cousine de la synthèse FM, mais je vous avoue que les forums sur internet vont bon train pour essayer de différencier clairement la cross modulation du Mono-Poly de la synthèse FM, sans compter que les termes sont parfois mal utilisés. La cross modulation est en fait une manifestation précoce de ce que Yamaha rendra célèbre sous le nom de synthèse FM avec le DX7. Le principe est d'utiliser le signal d'un oscillateur pour en moduler un autre. Mais la cross modulation et la synthèse FM mériteraient un tutoriel à elles toutes seules. Donc nous n'entrerons pas plus dans les détails ici. Franco la muerte, je t'ai trouvé du boulot.
Maintenant, partons du patch initial et testons ce Xmod. Comme vous pouvez le constater, la cross-modulation simple n'est pas très musicale, elle n'est pas très plaisante à l'oreille. C'est pour cela qu'il existe sur ce sélecteur l'option Sync plus cross-modulation pour garder les oscillateurs synchronisés en plus d'utiliser la cross-mode et ainsi avoir un son un peu plus musical. On peut également faire vivre le son avec la modulation de fréquence, qui va faire varier la fréquence des VCO 2, 3 et 4. En cross-mode simple, c'est le pitch de l'oscillateur qui va varier, mais si on applique une synchronisation, que ce soit la synchronisation seule ou la synchronisation avec cross-modulation, le pitch étant verrouillé sur le VCO 1, c'est un changement dans le timbre qui va s'opérer. Le mode bipolar, signalé par cette LED, permet de choisir si la modulation de fréquence doit se faire de part et d'autre de la fréquence de l'oscillateur ou uniquement au-dessus. Illustration. En mode bipolaire, on constate que la modulation s'effectue aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la fréquence de la note jouée. En mode unipolaire, en revanche, la modulation s'effectue uniquement au-dessus de la fréquence donnée. On obtient ainsi un effet similaire à une sirène de police, par exemple. La section Virtual Patch est une section permettant d'affecter des sources de modulation à des paramètres de synthèse que l'on désire faire varier pour rendre les sons moins statiques. C'est donc très similaire à la matrice du Thor. Il y a sur le Monopoly 35 paramètres que l'on peut moduler, parmi lesquels le pitch, les niveaux des oscillateurs, le niveau du bruit, les paramètres des enveloppes du filtre et de l'ampli, la vitesse des LFO, la stéréo, bref, plusieurs destinations classiques que l'on retrouve souvent dans les synthétiseurs proposant des matrices de modulation. Pour faire varier ces paramètres, nous avons à notre disposition bon nombre d'éléments, à savoir 159. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai car certains éléments sont dédoublés. En effet, vous pouvez voir ici Velocity plus et Velocity plus moins, Keyboard Track plus et Keyboard Track plus moins, Aftertouch plus et Aftertouch plus moins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, il s'agit du même principe de bipolarité que nous venons de détailler pour la modulation de fréquence. En mode positif simple, la valeur 0 correspond à la valeur du paramètre à faire varier déterminé par l'utilisateur. En mode positif négatif, la valeur choisie par l'utilisateur est utilisée comme valeur centrale et le paramètre va varier de part et d'autre de cette valeur. Illustration. Une particularité du Virtual Patch du Monopoly
est la possibilité de combiner deux sources pour faire varier un seul paramètre. Cela rend ainsi possible des subtilités de jeu. Admettons que vous voulez faire varier un paramètre par un LFO, mais uniquement durant un passage donné. Très bien, mais le LFO tourne en permanence, il ne va pas s'arrêter quand vous le désirez. C'est là qu'intervient la combinaison de sources. Vous pouvez choisir de combiner le LFO et la mod wheel, et ainsi, si la mod wheel est à 0, l'effet du LFO ne se fait pas entendre. Tout comme il existe dans le Thor un paramètre amount dans la matrice, nous avons ici un potentiomètre nommé intensity, qui, comme l'amount du Thor, peut être positif ou négatif. Nous voilà rendus à la fin de ce décortiquage du mono poly. Voyons maintenant ce que Korg nous propose et découvrons ce que ce synthétiseur est capable de faire au travers de quelques presets choisis. Nous nous retrouvons ici dans une configuration similaire, toujours avec VStack et Reason Rewire, mais j'ai ajouté une piste avec le VST de la Legacy Collection. Vous pouvez voir ici deux de mes claviers. Celui qui est en face de moi est verrouillé sur la Rack Extension et celui qui est à ma droite sur le VST. Cela nous permettra de comparer rapidement les presets. Le preset par défaut est Luminescent. Sur le VST, si l'on coupe les effets, on retrouve bien la même sonorité. Parmi les presets, on trouve tout type de son, à savoir 16 presets de basse, 7 patchs de cloche belle, 5 presets de cuivre, les brasses, 3 presets de percussion, drum, le programme initial bien évidemment, 9 programmes de clavier ou key, 16 patchs de lead, 16 patchs de son évoluant appelés motion, 16 sons de nappe, pad, 12 presets de FX ou Special Effects, appelés aussi complexes dans le VST, quelques sons, 11 plus précisément, nommés simplement Synth, retrouvés dans le VST en deux catégories, hard et soft, et enfin 16 patchs faisant appel à l'arpégiateur du mono poly. Je vous ai donc préparé une petite sélection de patchs à comparer entre la Rack Extension et le VST, et pour nous permettre d'entendre un peu ce que le Korg mono poly est capable de faire. Commençons avec le patch Flashlight. Voici la Rack Extension. C'est une sorte de gate. On le retrouve facilement dans le VST, et voici comment il sonne. On constate aisément une différence, car il y a eu une petite modification dans le preset. Sur la Rack Extension, en effet, les réglages du filtre ont été changés. Il nous suffit de faire correspondre les réglages et de couper les effets sur le VST pour retrouver la même sonorité.
Quelques patchs ont ainsi subi le même genre de modification. Le second patch que je veux vous présenter est le patch Ascension. Je l'ai choisi principalement pour vous montrer les différences qu'apportent les effets dans le VST. Comme vous avez pu l'entendre, on entend sur le VST un phaser et un célèbre effet emprunté au Poly6, l'ensemble. Coupons donc maintenant les effets. On retrouve un son identique. Et c'est le cas pour beaucoup de sons de la Rack Extension qui n'ont plus ces effets. Ceci dit, les sons du VST sont aisément reproductibles dans Reason avec la panoplie d'effets que nous possédons déjà dans le rack de Reason. Étudions maintenant le preset Prism. Il s'agit d'un des presets classés différemment dans le VST. Où est-il ? Ah, le voilà. Voici la version Rack Extension. J'ai ici joué un accord, mais si je joue une seule note, et maintenant la version VST. Wow, c'est radicalement différent. Vous avez pu entendre là la fonction Chord Memory de la section Key Assign qui n'existe pas dans la Rack Extension. Ainsi, si je passe en mode polyphonique sur le VST et que je joue une seule note, on retrouve bien le même son. Passons au preset suivant, Industrial Loop. Encore une fois, ce sont les effets qui font toute la différence. Le son de la Rack Extension est bien plus sec. On retrouve sur le Korg Monopoly toutes sortes de sonorités, par exemple celui-ci, qui, lorsque j'ai testé la Rack Extension, m'a fait penser à ceci. On peut trouver des patchs bizarroïdes, mais aussi des patchs bien plus classiques, comme ce sont de cordes, dignes de bon nombre de string machines de la même époque. Ce patch peut notamment être très utile pour jouer ceci.
Comme nous l'avons déjà remarqué, quelques sons sont radicalement différents à cause des effets du VST. Mais cela peut également jouer sur leur réalisme. C'est notamment le cas de ce patch de saxophone ténor. Ce phénomène concerne aussi le patch de guitare acoustique. Même s'il n'est pas à jeter, le son de la Rack Extension n'est pas aussi réaliste que sur le VST. Il existe également, je l'ai déjà dit, 16 sons de basse, comme par exemple ou encore celle-ci, qui se rapproche dangereusement d'une musique de film, à savoir Danger Zone de la bande originale de Top Gun, d'où le jeu de mots avec le nom du preset. Quelques presets sont des séquences toutes prêtes qui font appel à l'arpégiateur. Cela met bien en évidence le mode original du Mono-Poly avec le cycle d'utilisation des VCO. Pour les amateurs de sons de clavier vintage, on trouve quelques orgues et pianos électriques. Les bidouilleurs trouveront également leur bonheur avec les quelques patchs d'effets spéciaux. Voilà, vous avez pu entendre quelques extraits du Korg Mono-Poly. Il ne tient qu'à vous maintenant de le prendre en main et de créer vos propres sons. Nous voilà rendus à la fin de cette review du Korg Mono-Poly Rack Extension. Voici le moment de faire les comptes. Les plus, tout d'abord. Premièrement, le prix. 39 € pour un synthétiseur complet, performant, c'est quand même très intéressant. Justement, c'est aussi un instrument qui est polyvalent. On a vu qu'on peut faire quand même toutes sortes de sons avec ce synthétiseur. Certes, typé rétro, c'est normal, c'est quand même un synthétiseur de 1981, mais qui est capable aussi de faire des sons que l'on trouve aujourd'hui dans les musiques actuelles. Personnellement, j'aime beaucoup le detune et l'unisson du Korg Mono-Poly. Il permet de faire des sons imposants et pourtant toujours aussi précis. La section VCO Modulation permet de créer des sons un petit peu uniques. Personnellement, je dois avouer que je ne maîtrise pas tout à fait la Cross Modulation. J'aime beaucoup aussi le mode original, le Unison Share, qui est toujours présent, qui permet avec l'arpégiateur de faire des sons très originaux. Et puis enfin, la matrice de modulation, le Virtual Patch, qui permet d'apporter des subtilités dans le jeu, chose qui n'est pas négligeable. Les moins par contre. Je l'ai déjà dit, on trouve relativement peu de presets. C'est du recyclage. Bon, c'est un choix, mais ceci dit, on peut pas non plus créer des presets à chaque fois. On peut regretter que Korg n'ait pas intégré les effets du VST dans la Rack Extension, mais ceci dit, cela aurait fait exploser le prix sans forcément apporter des nouveautés. Et effectivement, nous avons déjà plein de racks d'effets dans Reason, cela aurait fait plus doublon qu'autre chose. Et enfin, moi je suis relativement déçu de ne pas trouver de CV Out. C'était déjà le cas sur le Korg Mono-Poly, et du coup on ne peut pas profiter des quelques subtilités qui existent dans ces synthétiseurs pour les utiliser comme source de modulation externe pour d'autres modules. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors bon, c'est vrai que j'ai un
petit peu râler sur des petits détails, mais ça reste des détails justement. Ça n'enlève pas le fait que le Korg Monopoly est un très bon synthétiseur, très polyvalent, qui permet de faire beaucoup de choses, qui est relativement abordable, contrairement aux autres rack extensions que l'on peut trouver sur le Propeller Head Shop. Et puis, il possède aussi des possibilités qui ne sont pas disponibles partout. Voilà, j'espère vous avoir donné un aperçu assez complet de cette rack extension. Je vous donne rendez-vous, bien évidemment, dans les prochaines vidéos de Reason France, à commencer par la chronique du mois de juillet, qui devrait sortir lundi prochain. En attendant, j'espère vous retrouver sur le forum de Reason France ou sur notre page Facebook, et je vous souhaite de passer une bonne semaine avec, j'espère, le beau temps. Ciao!